Monsieur le Président de la République, nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui pour la 11e édition de Histoire de lire. Et donc, vous allez pouvoir échanger, bien sûr, avec Éric Roussel, qui a écrit cet ouvrage que je vous conseille à tous de lire, qui est absolument passionnant, car à travers cet ouvrage, c'est l'histoire aussi de notre pays. Je laisse la parole maintenant à Étienne de Montetti, l'organisateur de Histoire de lire. Donc je vais rapidement lancer cette réunion qui est très insolite. Des biographes, vous en connaissez tous, il y en a énormément dans les salons de la mairie et de la préfecture, des gens qui ont consacré leurs livres à Marie-Antoinette ou à Vercingétorix. Malheureusement, le sujet de leur biographie, leur sujet d'étude n'est pas là pour commenter leur travail et pour, d'une certaine manière, établir un dialogue entre eux et leur biographe, et l'écrivain qui leur a consacré ce travail. Nous avons la chance, Monsieur le Président, merci de votre présence à Versailles, qui nous permet d'avoir la chance, à l'occasion de la biographie que vous consacrez, Éric Roussel, de vous avoir parmi nous pour, non pas commenter cette biographie, ce serait un petit peu court, mais avec vous, finalement, réfléchir à ce qu'a été votre parcours qui est retracé par Éric Roussel, et nous serons très très contents que vous puissiez y apporter un éclairage supplémentaire, peut-être un commentaire particulier. Et donc, je vais essayer d'établir quelque chose d'insolite, finalement. C'est un dialogue entre vous, Monsieur le Président, et puis votre biographe, Éric Roussel. La première question, peut-être que tout le monde se la pose, c'est comment est née cette idée d'un travail sur vous. Je pense que certains, vous avez eu déjà des sollicitations de la part des uns et des autres. Comment s'est établi ce contact et ce travail sur votre vie et puis évidemment votre action politique? Je salue le maire de Versailles parce que j'aime beaucoup cette ville et je salue son maire qui est en même temps un de mes collègues au point de vue de sa carrière professionnelle. Et il y a dans le monde deux palais, en fait. Le château de Versailles et la cité interdite de Pékin. Ce sont les deux seuls palais du monde qui aient cette dimension, cette évocation, cette puissance. Et chaque fois que je vais à Pékin, je pense à Versailles. Et chaque fois que je suis à Versailles, je me souviens de Pékin. Alors, la question, c'est, vous voulez savoir comment ce livre est né? La genèse et l'envie que vous avez eue qu'un biographe comme Éric... Il faut se tourner vers M. Roussel, parce que moi, j'y suis pour rien. Mais vous avez peut-être eu un sentiment au moment de la demande d'Éric Roussel. C'était une biographie, il a lancé son projet. Je lui ai dit que je ne participerai pas, que je n'allais pas écrire sur moi, soit pour faire mon éloge, soit pour accepter les critiques, je n'écrirai pas. Mais je lui donnerai toutes les sources de renseignements et d'informations disponibles. Alors en particulier, lorsque j'étais président de la République, j'avais fait faire une réforme sur les archives présidentielles. Jusqu'à cette époque, c'est-à-dire les années 70, les archives présidentielles appartenaient au président lui-même ou à ses héritiers. Et c'est pour ça qu'on retrouvait chez les antiquaires, dans des ventes, des lettres de Pompidou, du général de Gaulle, de Poincaré, etc. Ça m'avait choqué et j'ai pensé qu'il fallait faire en sorte que les papiers présidentiels, les documents présidentiels, fassent partie du patrimoine national. On a donc fait voter une loi, je crois que c'est 76 ou 77. C'était ma collaboratrice chargée des documents, qui était une chartiste, bien entendu. On a fait voter cette loi et depuis, elle est plus ou moins bien appliquée. Elle a été très bien appliquée de mon temps, donc vous avez eu tous les documents. Et ça représente à l'heure actuelle, je crois, 40 caisses de documents. Donc c'est une occupation à temps plein pour un biographe. Mais la grande difficulté de ce point de vue, c'est que si on conserve
les documents, les notes, les petites notes qu'on vous donne avant que vous receviez quelqu'un ou avant que vous teniez une réunion, les gens ne veulent pas que le papier subsiste. Et ils cherchent à le faire disparaître ou à le garder pour eux, et ainsi de suite. Donc la conservation des archives comporte deux aspects. Garder les archives, mais faire en sorte que les archives elles-mêmes survivent. Et c'est ce qui a alimenté votre travail. Oui, moi, ce que je voudrais, je vous remercie de ce que vous avez bien voulu dire de ce projet. Ce que je voudrais souligner, c'est que vous avez eu la grande élégance de ne demander aucun droit de regard sur cette biographie, qui n'est pas du tout, comme je l'ai vu, on l'a parfois écrit, une biographie autorisée. C'est pas du tout une biographie autorisée, c'est encore moins une biographie officielle, j'ai vu aussi ça. C'est une biographie auquel le président Giscard d'Estaing, comme il l'a dit, a bien voulu apporter son témoignage. Il m'a reçu à peu près une quinzaine de fois pour des entretiens très, très approfondis sur différentes phases de son itinéraire. Il a ouvert, comme il vient de le dire, il a ouvert également ses archives. Mais cela dit, il m'a laissé entièrement libre de mon travail. Et donc je crois que c'est quelque chose qui méritait d'être souligné parce que c'est assez exceptionnel. Et c'est un livre donc qui... Voilà, c'est peut-être ce qui fait la singularité de ce livre. Et ça ne s'apparente pas, encore moins, à un livre qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Voilà. Merci. Donc, je voulais vous dire que je suis reconnaissant de la façon dont vous avez bien voulu accompagner ce projet. Peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet, si vous me passez l'expression, parce qu'il y a dans le livre d'Éric Roussel des éléments très intéressants et très importants sur votre ascension politique, le début de votre carrière politique. Et quelque chose que je ne connaissais pas, c'est votre carrière politique au regard de celle du général de Gaulle, qui était évidemment le chef de l'État à l'époque. Vous en étiez le ministre des Finances, et vous vous êtes retrouvé par le jeu d'un certain nombre de circonstances, finalement, comme un héritier naturel d'une succession qui n'a pas été immédiate, mais qui a eu lieu quelques années après sa mort. Et j'aimerais, si vous le voulez, parce que je crois que c'est un apport important du livre dont nous parlons, que ce lien et cette estime qui a pu naître entre ce personnage historique du général de Gaulle et un de ses cadets, qui, je crois, il estimait, et qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Bon, il faudrait invoquer le souvenir, la mémoire du général de Gaulle. C'est lui qui pourrait en parler de la façon la plus complète. Je l'ai vu personnellement, j'ai essayé de faire des comptes, certainement en tête à tête, plus de 600 fois. Pourquoi? Parce que quand j'étais ministre, je le voyais 2 fois par semaine. Une semaine au Conseil des ministres, et une semaine, il me recevait toutes les semaines, 1 heure, pour avoir des nouvelles de l'économie française et de la manière dont les choses se passaient. D'ailleurs, c'était des entretiens curieux, parce que l'économie ne l'intéressait pas beaucoup, en fait, la situation financière encore moins, mais c'était un homme de conscience professionnelle. Et il estimait que le président de la République devait être au courant de la situation du pays. Donc je l'ai vu, je vous répète, plus de 600 fois dans des calculs simplistes. C'était un homme, ça ne vous surprendra pas, extrêmement courtois. Quand on allait dans son bureau, l'Élysée, bureau qui est au centre du premier étage, où il s'était installé, et je vous signale que je ne me suis jamais assis dans son fauteuil. Quand j'étais président par la suite, je traversais ce bureau, mais j'estimais qu'il n'était pas convenable de s'asseoir là où avait siégé De Gaulle. C'est un scrupule qu'aucun de mes successeurs n'a eu. Alors, le général de Gaulle, c'était un militaire. Il ne faut pas oublier ça. Jusqu'à près de 60 ans, il était militaire, et très militaire. En ce sens qu'il
avait participé un peu à la guerre de 14-18. Ça avait mal tourné. Il avait été blessé, légèrement en fait, mais prisonnier, fait prisonnier. Donc il avait un mauvais souvenir de cette période. Et ensuite, pendant toute la période 1939, il avait compris que la guerre suivante se ferait en réalité à partir d'engins mécaniques, de véhicules. La guerre de 14-18, il y a ici des enfants, petits-enfants de combattants de cette guerre, j'en fais partie moi-même. Mon père, qui a été gravement blessé dans cette guerre de 14-18, a été blessé à cheval. Les unités d'artillerie de l'armée française se déplaçaient tirées par des chevaux à l'époque. Alors le général avait connu cette époque, avait été fait prisonnier, ça l'avait beaucoup blessé, et il avait essayé de développer une pensée militaire moderne, c'est-à-dire une armée de métier ayant un matériel correspondant à la technique contemporaine, c'est-à-dire un matériel roulant, performant. Il n'a jamais pu obtenir une réponse positive. Il était dans des positions de commandement, il était colonel, parce que jusqu'en 1939, il était colonel. Il a écrit des livres qui doivent être dans les bibliothèques, j'imagine, oui, toujours, et des livres très, très brillants sur ce que devrait être la fonction militaire. Quand je le voyais, il me recevait, d'abord il faisait une chose que beaucoup de gens ne font plus, quand il recevait quelqu'un, qui que ce soit, et qu'on sortait de son bureau, il vous accompagnait jusqu'à la porte, ouvrait la porte et la fermait derrière vous. Quel que soit votre rang, votre fonction, votre importance. Et l'entretien avec lui se divisait en deux parties. Un compte rendu de la situation économique et financière de la France que je lui faisais, et ensuite une demi-heure de réflexion que De Gaulle faisait pour lui-même, mais il aimait bien tester ses réflexions, ses vues sur ses auditeurs. Et donc quand il recevait quelqu'un, il développait le thème qui était son thème du moment, en politique intérieure ou en politique extérieure. C'est d'ailleurs ce que Perfit a écrit un livre sur les entretiens de Gaulle, a raconté avec beaucoup d'exactitude. Et est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir en face de vous quelqu'un qui vous observait comme un futur successeur? Alors, je vais vous faire une réponse très précise. Je n'en sais rien. Parce qu'il y avait du oui, mais c'était ambigu. Par exemple, Madame de Gaulle a invité mon épouse à venir visiter l'appartement privé. Elle a montré les pièces, les chambres, le salon, etc. Qui était bien l'idée d'une certaine possible destination. Et le général de Gaulle, à plusieurs reprises, a employé une expression, je ne sais pas si vous la citez dans votre livre, où il dit « pour des hommes comme vous et moi ». Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Des hommes qui ont les mêmes croyances, une origine familiale ou éventuellement la même fonction. Et vous-même, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit que cette succession était imaginable? Vous étiez un tout jeune ministre, un tout jeune élu, et à un moment donné, vous avez brigué dans les circonstances qu'on sait, à la mort du président Pompidou, la présidence de la République. Est-ce que cette idée vous était venue bien avant? Non. Non, le poste qui me plaisait, en fait, n'était pas la présidence. C'était la maîtrise des finances publiques et de l'économie française. C'était ça qui m'intéressait, en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire pendant une dizaine d'années
où j'ai été successivement ministre des Finances et de l'Économie, et donc où j'ai pu conduire l'évolution de l'économie française. Ça me passionnait. Les résultats étaient plutôt positifs, ce n'est pas à moi de les qualifier, mais enfin c'est une époque où on a atteint l'équilibre budgétaire, où on avait très peu d'endettement, et où on a réussi quand même à libéraliser la totalité des prix en France. Donc cette gestion était importante et absorbante. Et donc je n'avais pas du tout l'idée de rechercher une autre fonction. C'est celle-là qui me convenait. Et comme je ne prévoyais pas la disparition du président Pompidou, l'échéance présidentielle était très loin. Parce que le président Pompidou donc, a été élu en 1969, il a disparu en 1974, il n'avait fait que, donc, que les 2/3 de son mandat, et il était décidé à se représenter, et tout indiquait qu'il serait réélu. Donc l'échéance présidentielle suivante était assez loin, elle était aux alentours de 10 ans, et il n'y avait pas lieu de s'en occuper ou de s'en préoccuper. Donc je n'ai pas fait, ou je n'ai pas suivi un parcours visant la présidence de la République. Oui, moi, je voudrais revenir sur le moment où vous êtes accédé à la présidence de la République. Donc vous êtes élu en 1974, après la mort de Georges Pompidou, à la suite d'un climat, disons, un peu de guerre de succession à l'intérieur de la droite. Et vous êtes élu, quand vous êtes élu, vous avez l'image d'un homme de droite libérale, mais enfin d'un homme plutôt se rattachant plutôt à la droite des indépendants, de la famille des indépendants. Or, dès l'été 1974, vous allez mettre en œuvre un programme de grands changements, de grandes réformes, qui n'avait pas d'ailleurs beaucoup de précédents depuis la libération. C'est évidemment surtout des réformes, essentiellement des réformes de société, la loi sur l'IVG, l'abaissement de la majorité à 18 ans, la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel, etc. Enfin, il y a eu tout un train de mesures qui ont, au fond, surpris finalement une partie de votre électorat, bien que vous ayez annoncé ces réformes au cours de cette campagne. Donc, et à partir de là, on a parlé d'une sorte d'énigme constituée par votre personne et par votre projet. Est-ce que vous pourriez revenir, essayer d'élucider ce point pour nos auditeurs ? Donc la France était gouvernée par De Gaulle et les premiers ministres. Le général de Gaulle était l'auteur, pas l'auteur direct, mais enfin l'inspirateur de la Constitution. La Constitution qui existe toujours, mais qu'on n'applique plus de la même manière, en fait, était une Constitution dans laquelle il y avait un chef d'État qui surveillait le parcours à long terme, en somme, de la France, son évolution, ses difficultés. Et puis il y avait chargé de la politique économique et sociale un gouvernement dirigé par un Premier ministre responsable devant le Parlement. Donc c'est une situation assez différente de ce à quoi on a abouti dans la période contemporaine, où le pouvoir a été peu à peu glissé, saisi, etc., dans les mains présidentielles. Quand j'ai été élu, je connaissais cette situation, bien entendu, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été élu par une partie à la fois moderne et libérale de la société française, et qui ne s'attendait pas, ou qui ne prévoyait pas beaucoup de réformes. Moi, je savais que la France avait besoin d'être réformée et qu'elle avait un besoin historique. Ce n'est pas la réforme pour gagner une élection, pour se faire bien voir, pour avoir une biographie talentueuse. Non,
je sentais que la France en avait besoin. Et j'avais une formule que j'ai utilisée à l'époque, peut-être les plus anciens d'entre vous s'en souviendront, c'était le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'on gardait l'identité française, on n'oubliait pas l'histoire superbe et très, très riche de notre pays, mais on faisait les changements nécessaires pour être adapté à l'époque actuelle. Et on était en retard sur un certain nombre de points. On était très en retard sur le statut des femmes, le problème de l'avortement d'une part, mais le statut des femmes en général. Elles ne pouvaient pas gérer leur patrimoine, elles n'avaient très peu accès aux facilités des banques, elles devaient rendre compte de toutes les opérations financières du ménage, et ainsi de suite. Les jeunes ne votaient pas jusqu'à 21 ans et étaient en dehors de la vie politique et sociale. Et puis il y avait un groupe dont on ne parle plus à l'heure actuelle, qui me préoccupait beaucoup, c'était les personnes âgées. On appelait personnes âgées parce que le vieillissement de la population s'est amplifié, comme vous savez. Je dirais les gens, les hommes et femmes de plus de 70 ans, à peu près, qui étaient dans une situation de détresse profonde, qui avaient du mal à vivre ou à survivre. Donc c'était des groupes qui posaient en fait des problèmes. Et je pensais qu'un président de la République qui donne les impulsions devait marquer fortement quelques directions. Alors, on a marqué la direction pour les femmes en annonçant un certain nombre de réformes qui ont été un peu difficiles à faire adopter, d'ailleurs, parce que la majorité était réticente et il a fallu l'aide de l'opposition pour faire adopter les principales mesures pour les femmes. J'ai fait voter tout de suite l'abaissement de l'âge légal de 21 à 18 ans et la démagogie est telle qu'au Parlement, on a dit non, 18 ans, c'est encore insuffisant, on devrait mettre 16 ans. Je dis, arrêtez, on baisse. Et on a baissé de 21 à 18, mais dans toutes les élections depuis, les majorités ont été faites ou défaites par des jeunes de 19 ans, 20 ans, et ainsi de suite. Et puis, j'ai voulu traiter le problème des personnes âgées et des handicapés. Alors, c'est là que les commentateurs, je ne sais pas si vous le faites dans votre livre, disent que je me suis écarté de la voie conservatrice et libérale. Pas du tout. J'ai traité ces problèmes à partir de mes convictions et de ma façon de faire. Alors, pour les personnes âgées, c'était relativement simple parce qu'on leur versait une allocation à partir d'un certain âge et pour un certain montant qui était manifestement trop faible. Et il y avait une grande partie de la population âgée française qui vivait très proche de la misère. On a rectifié ces chiffres, augmenté le niveau assez sensiblement, et vous remarquerez une chose très curieuse, on n'en parle plus jamais depuis. Donc on avait traité à peu près de façon juste le problème. Et puis l'année suivante, qui était donc 75, on a voté la première loi, parce qu'il n'y en avait aucune, sur les handicaps. Les handicaps physiques, ainsi de suite. C'est une loi de juillet 75 dont personne ne parle beaucoup, mais qui a transformé malgré tout la situation des personnes handicapées dans une assez large mesure. Donc vous voyez, on peut parfaitement être historiquement dans une ligne continue par rapport à l'identité française, la culture française, etc., et en même temps traiter les problèmes contemporains. S'ajoute à ça la gestion de l'économie, qui évidemment est une gestion contemporaine.
Alors ça étonne un peu les commentateurs, parce que les journalistes de l'époque, et vous avez dû en trouver la trace dans vos travaux, les journalistes de l'époque étaient étonnés. Ils disaient comment quelqu'un qui a la réputation d'être conservateur fait-il des réformes sociales que personne n'avait faites avant lui. Je les ai faites parce qu'elles étaient nécessaires. Et quand une chose est nécessaire, vous la faites à partir naturellement de la culture qui est la vôtre. Alors il y a une mesure dont on n'a pas parlé et qui est peut-être passée inaperçue à l'époque, mais dont on reparle aujourd'hui. En 1976, vous prenez des dispositions sur ce qu'on a appelé le regroupement familial. Ça a eu beaucoup d'incidences sur la société jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était quelque chose qui a été fait sans peut-être le retentissement ou les discussions qui ont pu, par exemple, accompagner le débat autour de l'IVG. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui laisse beaucoup de Français perplexes, l'origine de cette mesure et puis les conséquences qui ont été les siennes. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où cette décision a été prise et est-ce que les conséquences, c'est-à-dire le passage d'une immigration de travail à une immigration de peuplement, est-ce que tout ceci avait été envisagé? Alors, ça tombe bien que vous me posiez cette question à Versailles. Parce que la collectivité, c'est-à-dire l'opinion en quelque sorte, et encore plus les commentateurs, sont totalement dans l'inexactitude et empoisonnent l'opinion publique d'une vision fausse. Quel était le problème? La France avait, au point de vue de l'accès sur son territoire, elle avait choisi ce qu'on appelle la citoyenneté du sol. C'est-à-dire qu'on devenait français si on était en France. C'était d'ailleurs relativement récent parce qu'il faut savoir aussi que dans l'histoire française, c'est-à-dire l'histoire française, c'est l'histoire la plus longue des sociétés mondiales. La France a eu une dynastie qui a duré à peu près 9 siècles. Aucune dynastie chinoise a duré plus de 3 siècles. Donc nous avons pratiquement connu l'histoire la plus longue du monde. Et ça marque naturellement profondément les esprits. Et dans la culture française, contrairement à ce qu'on vous raconte parfois, le droit normal, c'était le droit du sang. C'est-à-dire, on était français si ses parents, père ou mère, étaient français. On a changé ce système dans les années 1880 à cause de la mobilisation. Parce qu'on s'est aperçu que les immigrés de l'époque, c'est-à-dire des voisins en réalité, les deux grandes immigrations en France avant 1900, ça a été l'immigration italienne et l'immigration polonaise, ce sont des immigrations européennes. Les jeunes de ces familles ne faisaient pas de service militaire et n'étaient pas mobilisables. Et comme on était en train de préparer une mobilisation générale, on a changé la loi et on a dit on devient français si on habite, si on a donc le droit du sol, ce qui est le cas actuel. Après la dernière guerre, donc 1945, il y a eu un mouvement d'immigration vers la France. Ce mouvement est venu uniquement de pays européens. Par exemple, il y a eu des populations très nombreuses venues du Portugal, toujours d'Italie, encore un peu d'Europe de l'Est, comme la Pologne et le voisinage, et aucunement d'Afrique. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que les États d'Afrique avaient un statut politique ou administratif propre et distinct du statut français. Donc, dans les années, quand j'étais au début, quand j'étais président, donc 76 à peu près, nous avions en France une population de travailleurs européens habitant
la France, qui n'avaient pas le droit de faire venir leur famille. Donc les Portugais en particulier, mais les autres, les Espagnols, les Polonais, etc., passaient des années entières avec leur famille dans leur pays d'origine. Et ils ont dit, nous aimerions que nos familles puissent nous rejoindre. On a fait en 1976 un décret sur ce sujet. Alors, le texte disait le suivant, c'est que l'étranger pouvait faire venir son épouse et ses enfants de moins de 18 ans, à condition qu'il soit lui-même justifié d'une année de résidence en France en situation régulière. Deuxièmement, qu'il dispose de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Troisièmement, que les conditions de logement qu'il compte assurer à sa famille sont adaptées. Et enfin, que la présence d'un ou des membres de la famille sur les 3 territoires français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Et enfin, qu'il y avait un contrôle médical afin que les mouvements de population ne risquent pas de mettre en danger la santé publique. Donc vous voyez, c'est un texte très modéré, puisqu'il fallait être résident en France, disposer de ressources stables, d'un logement assuré, d'avoir une famille en état sanitaire approprié, en quelque sorte. Sinon, on refusait l'entrée. Ça, c'est 1976. Et ça a bien fonctionné. Arrive 1981, la vague socialiste-communiste. On abroge le décret. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les conditions. Et à partir de là, en effet, le regroupement familial s'est fait et se fait sans condition. Est-ce qu'il n'y avait pas... Vous voyez, pardon ? Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y avait pas une ambiguïté sur le mot familial, considérant que tout le monde dans le monde n'a pas la même conception de la famille? Oui, là, c'est la famille au sens européen et français du terme, c'est-à-dire les parents et les enfants de moins de 18 ans, c'est-à-dire père et mère, et enfants de moins de 18 ans. C'est ce qu'on appelle la famille. Et qui avaient le droit de se regrouper en respectant les conditions que je vous ai données. Le résultat, il n'y a pas eu un flot important, en fait, dans les années immédiatement suivantes, c'est-à-dire 77, 78. Les intéressés ont été heureux, satisfaits, parce qu'ils avaient pu refaire leur unité familiale. Et puis arrive le changement politique en France, et à ce moment-là, le regroupement familial a pu être exploité par tout le monde. Sur ce sujet. Bon, est-ce que c'est clair, Monsieur Roussel? C'est clair. Bon. Mais il me semble que vous aviez... Non, c'est une histoire invraisemblable, parce que si vous écoutez les médias ou pseudo-médias ou les réseaux de toutes sortes, ils m'accusent d'avoir ouvert les frontières. Bon. Il y a quand même eu, de votre part, une envie de réformer la loi de 1976 que le Conseil d'État vous a empêché de réformer. Absolument. Avant 1981, il y avait déjà eu une volonté par les juges de contrevenir à la volonté politique. Oui, il y avait un lobby qui existe et qui est au pouvoir, enfin qui était au pouvoir depuis, en tout cas, pour être beaucoup plus libéral. Mais au lieu d'assumer leurs responsabilités, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont voulu faire croire que c'était la décision d'origine. La décision d'origine était raisonnable, humaine, et ne s'accompagnait d'aucune conséquence négative. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est au point. Oui. Voilà. Si vous avez une question supplémentaire sur ce point? Non. Voilà.
Je voudrais qu'on évoque votre façon, l'exercice du pouvoir. Et on dit souvent, enfin c'est d'actualité, que, je ne vais pas vous entraîner sur ce terrain, mais que le pouvoir suprême isole. Je voudrais savoir est-ce que vous avez ressenti cette impression à partir de 1974. Et d'autre part, c'est une question d'ailleurs qui est liée, comment vous avez conçu vos relations personnelles, à la fois avec des dirigeants et puis avec les Français, au fond. C'est très, très curieux, les idées, les notions qui circulent et dont beaucoup de gens, et parfois une large majorité, croient qu'elles sont vraies. Quand vous êtes au pouvoir, on croit que vous n'avez aucun contact avec personne et que vous êtes assis sur le Panthéon, je ne sais où, et que vous regardez l'univers. Non. Moi, j'avais une famille, nous avions 4 enfants. Ces 4 enfants, et mon épouse, bien sûr, avaient participé à la campagne électorale. Il y avait même ma fille cadette qui figurait sur l'affiche. Ils faisaient des études, ils étaient tous dans le circuit scolaire classique. Et d'ailleurs, les conditions de leurs études ont été très remarquables. Parce que, par exemple, notre fille cadette était dans un lycée, parce qu'elle faisait une étude spécialisée en vue de préparer l'école de Maison-Alfort. Et pendant toute l'année, ni ses professeurs, ni ses camarades n'ont fait aucune allusion au fait qu'elle était fille du président de la République. Donc il y avait un savoir-vivre, en même temps très remarquable. Alors moi, je rentrais dîner à la maison, c'était dans le 16e arrondissement. Je ne dérangeais pas la circulation automobile, je rentrais dans une voiture suivi d'une voiture pilote, au cas où il aura pneu crevé, je ne sais quoi. Et voilà. Sauf la veille des conseils des ministres, où je dormais toujours à l'Élysée, parce que je ne voulais pas risquer d'être pris dans un embouteillage, une chose comme ça, ou la veille de réunions ou d'événements importants. Donc c'était à la fois l'Élysée. Bon. Nos enfants ne sont venus dormir à l'Élysée qu'une nuit en 7 ans. Et c'est eux qui refusaient absolument, disant mais pas du tout, nous ne voulons pas, nous restons chez nous. Bon. Et mon épouse restait naturellement avec les enfants et s'en occuper. Donc de ce côté-là, il y avait un milieu familial, un lien. Je veux dire, il y avait des repas, il y avait des vacances et ainsi de suite. On n'était pas un pays isolé. D'autre part, j'ai toujours eu beaucoup d'amis personnels, fidèles. La plupart, ou beaucoup d'entre eux, certains venaient des études, c'est-à-dire de l'école polytechnique ou de l'inspection des finances. D'autres venaient de la guerre, c'est-à-dire qu'ils avaient été un peu dans la résistance avec moi, ou un peu dans l'armée avec moi. Et ce groupe d'amis, je le voyais beaucoup, c'était complètement naturel. Et nos rapports n'avaient pas changé, c'était les mêmes. Donc moi, je ne ressentais pas le vide ou l'impossibilité de la présence. Alors j'ai eu une idée, un jour, qui est de dire, mais au fond, on devrait rencontrer les Français chez eux. Et j'ai eu cette idée. Il faut vous méfier des idées un peu rapides comme ça. J'ai eu cette idée avant de recevoir une délégation de journalistes à l'Élysée. Je crois que c'est en janvier 1975, je ne pas. Et je leur ai dit, mais nous allons prendre des repas chez les Français pour écouter ce qu'ils disent, s'ils se plaignent, s'ils sont contents, s'ils veulent, etc. Aussitôt, la presse s'est agitée, a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais au nom de quoi, dans quelle famille, pour parler de quel sujet, etc. Et la plus grande partie de la presse, excusez-moi, la mauvaise partie de la presse. enfin, peut-on dire,
a harcelé les gens chez qui nous allions. Hein. C'est-à-dire que le lendemain, et ça m'a rappelé une histoire que De Gaulle m'avait racontée, De Gaulle avait fait à l'Élysée une réunion des chefs d'État africains de la zone d'influence française, enfin, parce qu'à l'époque, il y avait une communauté franco-africaine. Ils avaient réussi pour réunir pour une première manifestation, et il y avait eu un dîner à l'Élysée. Et De Gaulle m'a dit, quand ils sont sortis, les journalistes les attendaient. Et vous savez quelle est la première question qu'on leur a posée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un état d'esprit. Et là, après les déjeuners ou les dîners, qui étaient sympathiques, un peu, bien sûr, intimidés pendant les 10 premières minutes, et puis ça se relâche, c'était facile, sur lequel, ou bien il n'y avait rien à dire, ou bien on peut en parler, ça a été présenté par la presse de façon négative, en fait. Et pourtant, c'était devenu une idée mondiale. Le maître à penser chinois, qui était Deng Xiaoping, m'a dit « Mais vous allez prendre des repas chez des personnes, vous avez raison, je vais faire comme vous. » Comment faites-vous? Je lui dis, il y a une personne qui s'occupe de la liste, qui reçoit l'invitation, qui trie l'invitation. Est-ce qu'elle peut venir en Chine? Je dis, oui, bien sûr. Et donc, ça a été un précédent mondial qui a très bien marché avec les personnes chez qui nous allions, en fait, mais qui a fait l'objet d'une espèce de présentation négative dans beaucoup de médias. Pourriez-vous évoquer les relations personnelles et amicales, parce qu'elles l'ont été, que vous avez eues avec certains dirigeants, et notamment avec Helmut Schmidt, ce qui a conditionné les progrès de l'Union européenne? Volontiers, parce que j'avais participé avant, quand j'étais ministre, à des sommets qu'on appelait différentes appellations, ça. Et j'avais vu que dans ces sommets de chefs d'État, de chefs de gouvernement, finalement, les participants n'étaient pas très bien informés et tenaient des propos plutôt flous. Bon. C'est un mauvais système. Le résultat, c'est qu'on ne savait pas ce que les autres pensaient. Notamment lorsqu'il y a eu les premiers chocs pétroliers qui remontent à 1971 et les suivants, hein. On ne savait pas ce que pensaient les Allemands, ce que pensaient les Japonais. Bon. Et quand on demandait des rapports, on vous donnait des rapports d'une trentaine de pages, il fallait essayer d'extraire une opinion précise. Alors je me suis dit, il faudrait essayer de créer les conditions du tête-à-tête. Parce que dans le tête-à-tête, les gens parlent. Ils acceptent de parler. On arrive, en tout cas. Et ça a été la création de ce qu'on a appelé le G7, qu'on a créé à Rambouillet en 1976. Le château de Rambouillet, c'est un très beau château. Architecturalement, pas très beau parce qu'il a été abîmé par son architecte sous l'Empire. Napoléon avait confié les travaux du château à un architecte qui avait été blessé au cours d'un des attentats contre lui. Mais bon, c'était très bien du point de vue méritoire, etc. Mais enfin, la blessure dans un attentat ne confère pas l'art de l'architecture. Enfin, ce qui fait qu'on l'a à moitié démoli. Enfin bon. Mais il a un très grand parc et il est fermé de murs entièrement. Donc on peut protéger vis-à-vis de l'extérieur. Alors, c'était les chocs pétroliers et la question était de savoir, est-ce que pour nous défendre, allons-nous renoncer au libre-échange
et allons-nous fermer nos frontières? C'est une vraie question. Il fallait une réponse commune. Et il fallait une réponse commune, parce que si un pays faisait une chose, il créait des problèmes pour les autres, naturellement. Alors, ça intéressait qui à l'époque? Ça intéressait les Européens, Allemands, Français et Britanniques. Ça intéressait les Américains du Nord, des États-Unis, et ça intéressait le Japon. Ça faisait 5 personnes, donc 5 chefs d'État, avec chacun un accompagnateur qui était en général son ministre des Affaires étrangères ou son principal collaborateur. Et on se réunissait dans la salle à manger qui est en bas dans le château de Versailles, de Rambouillet, et où les jours de chasse, les gens changeaient de vêtements, laissaient leurs bottes, etc. Il y a eu des réactions négatives. D'abord, il y a des pays qui ont été furieux de ne pas être invités, notamment les Italiens. Il y avait à l'époque un président italien, vous savez, ils ont un système où il y a un président de la République et puis un Premier ministre, et le président de la République a pris ça très mal, s'est agité, etc., a menacé de quitter l'Europe, je ne sais quoi. Bon. Et bon, au point de vue de l'importance économique, ce n'était pas nécessaire. Au point de vue de l'atmosphère politique, c'était souhaitable. Donc, on a invité l'Italien. Donc, ça faisait 6. Puis l'année suivante, parce qu'on s'est dit on va faire ça tous les ans, l'Américain a dit il y a un Japonais, 5 Européens et un Américain du continent américain, quand même, qui est important, etc. C'est pas beaucoup. Donc on a décidé à ce moment-là d'inviter le Canada. On a joint au groupe. Et c'est ce qui est devenu le groupe des 7, qui continue à se réunir, mais qui malheureusement, ne produit pas tout à fait les résultats que je souhaitais. Parce qu'au lieu que ce soit une conférence réduite en tête-à-tête, hors de la surveillance médiatique, il y a 300 ou 400 journalistes qui assistent à la réunion, ont dit les choses qu'il faut pour plaire à son opinion publique, et ainsi de suite. Et donc, malheureusement, c'est moins efficace. Mais quand vous voyez annoncer dans la presse ou dans les médias la réunion du G7, c'est la réunion qui est tenue à Rambouillet et qui avait pour objet d'établir un lien direct, comme le disait Éric Roussel, avec les autres dirigeants du monde. C'est par ces liens directs, notamment avec Helmut Schmidt, que le projet européen a pu avoir, sous votre présidence, un redémarrage très remarqué. Il faut se rendre compte, cette présidence française a été un âge d'or de la coopération franco-allemande. Un âge d'or qui ne s'est pas reproduit depuis. Imaginez, d'abord on s'est fait la guerre, puisque moi j'étais dans l'armée à la fin de la guerre, comme vous me le racontez. Vous auriez pu rajouter 2 ou 3 pages. Mais ma première activité militaire consistait à tirer des coups de canon sur les villages allemands. J'étais dans un char qui s'appelait Tank Destroyer, qui étaient des chars qui avaient pour objet de détruire les chars adverses. Et pour détruire les chars adverses, évidemment, il faut tirer avec des canons puissants, et ainsi de suite. Donc, j'ai vu l'Allemagne dans la lunette d'un canon de char destroyer. Et Helmut, qui était un peu plus âgé que moi, qui devait, oui, qui a 3-4 ans plus que moi, était dans la déchirure allemande contre avion. Et son unité est allée jusqu'à Moscou. Et si un jour, un certain d'entre vous vont à Moscou pour une visite amicale, vous verrez qu'avant d'arriver à Moscou, en arrivant de l'aéroport, il y a un monument sur la droite qui est l'avancée maxima de l'armée allemande pendant la guerre, la dernière guerre.
Eh bien, Helmut Schmidt était là parce que c'était une unité de défense contre avion qu'on avait amenée jusqu'aux portes de Moscou. Donc, des passés très éloignés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux chances, en fait. Première chance, nous avons accédé aux mêmes fonctions au même moment. C'est-à-dire que nous avons été ministre des Finances au même moment, lui en Allemagne et moi en France, et que nous avons été élus, lui chancelier et moi président de la République, le même mois. Lui en Allemagne, moi en France. C'est évidemment une chance extraordinaire et qui avait créé entre nous une sorte de facilité relationnelle et ainsi de suite. Et il était SPD, donc socialiste, c'était libéral, mais un socialiste à esprit ouvert et un libéral à esprit ouvert arrivent à avoir des conversations, des projets, des discussions. Donc nous nous entendions très bien. Et vous devriez, à un moment où on parle un peu d'Europe à l'heure actuelle, et hélas dans des termes souvent négatifs, voir que ce que nous avons fait, c'est-à-dire la monnaie européenne, est approuvée dans tous les pays d'Europe, avec une majorité qui va de 60 à 80%, et qu'il n'y a aucun pays dont la population utilise l'euro qui veuille renoncer à l'euro. Aucune. Donc il y avait un mouvement, un élan, si l'on peut dire, constructif, fondé sur les rapports franco-allemands, dans lequel le mérite politique revenait quand même beaucoup à l'Allemagne, parce qu'eux abandonnaient une monnaie forte, et nous abandonnions une monnaie faible, ce qui est naturellement plus facile. Et depuis, jusqu'aux dernières époques, ça a été un des fondements de l'unité européenne. Et alors, il y a un détail, enfin, on peut le dire ici, ça ne, je pense pas, c'est très libre. Ça ne sortira pas de cette salle. Oui, un détail historique, curieux, important, ça, c'est que Helmut Schmidt avait dans son ascendance une ascendance juive. Et il habitait l'Allemagne, il avait été dans l'armée allemande, où on était extraordinairement hostile et à des éléments de cette nature. Alors son père, car c'est son père qui était le fils d'un armateur juif de Hambourg, son père a fait la guerre, il était médecin, pas médecin, il était chef de clinique, enfin, dans un hôpital à Hambourg, et il mourait de peur qu'on le reconnaisse et que d'une manière ou d'une autre, il soit maltraité. Il a réussi à passer inaperçu, et son fils, Helmut, est devenu chancelier. Et personne en Allemagne ne connaissait ses origines. Et bizarrement, quand je suis rentré d'un voyage officiel en Allemagne et qu'il m'a attendu à l'aéroport, il m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Et il m'a raconté cette histoire. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça scellait une amitié très forte. Monsieur le Président, vous écouterez des heures, mais malheureusement, le temps imparti pour notre réunion est terminé. Marcel Gauchet, le grand philosophe, historien que vous connaissez, doit prendre la parole ici. Et donc, je veux, au nom de la salle, vous adresser nos plus vifs remerciements pour cette discussion autour du livre d'Éric Roussel. Merci, Monsieur le Président. Et pour vous, lecteurs, je vous donne rendez-vous autour d'Éric Roussel et de son livre à la préfecture de l'autre côté de l'avenue de Paris. Merci beaucoup. Il faut applaudir Éric Roussel.